Nicolas Puybois est bien présent ce lundi. Salut Razik, salut à tous. Un an de plus. Toujours, bah ouais, un an de Toujours plus. Ouais. Non, non, pas toujours, mais un an de plus. 40 ans, ouais, c'était un cap à passer. J'ai fait hier, merci beaucoup. Alors, on a vu que le club avait souhaité l'anniversaire à Nico Puybois. Ça faisait longtemps, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Un invité que tu connais bien. Ouais, et que j'aime beaucoup. Jean-Christophe Humbert. Bonjour. Salut JC. Fervent supporter de l'Olympique. Oui, alors, mais du coup, comme c'était l'anniversaire de M. Puybois, ah, c'est énorme. Voilà. Je suis passé. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Nicolas Puybois a eu une carrière honorable au foot, mais par contre, en compagnon de tablé, c'est niveau de Champions League. Ah, c'est le top niveau européen. Voilà. Il y a à boire et à manger. Merci beaucoup, JC. Du pâté croûte, parce que les fondamentaux. Comme avec Nicolas Puybois, il y a à boire et à manger, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup, ça me touche. Donc voilà, et puis il y a même des fidèles oui, tout à l'heure, Anne de l'émission et Estelle qui sont venus me faire un petit cadeau. Et ça à manger aussi. Voilà. Comme par hasard. Tu suscites. Voilà pour le cadeau. Ma réputation me précède, c'est ça? Voilà, donc je vous conseille quand même de faire une tablée un jour avec Nicolas Puybois et vous allez voir. C'est le niveau Champions League. Ouais, ça, vous allez voir. Les conséquences, surtout. Voilà. Le problème, c'est les conséquences. Il faut assumer derrière. Messieurs, forcément, on va revenir sur... N'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir via le Discord de l'émission, bien évidemment, vous pouvez réagir. Messieurs, forcément, on va revenir sur le match nul de l'Olympique lyonnais à Marseille, un partout. On a intitulé ce thème « Un bon ou un mauvais point ?» Première question à notre invité. Je pense que dans les circonstances, c'est un bon point, vu qu'on avait un expulsé. Après, moi, je suis très inquiet parce que face à une équipe de Marseille qui... Enfin, c'était ridicule, cette équipe. Et qu'on ne gagne pas, en fait, moi, je pense qu'il y a un problème. On n'a pas de leader, quoi. Donc, oui, dans les circonstances, c'est un bon point, mais c'est pas tellement ce point-là. Moi, je ne nous vois pas champion du tout. Ah ouais. On n'a pas de leader. Là, normalement, ceux qui sont censés être les leaders, c'est Memphis Depay, Oussama Aouar. Moi, je les ai pas vus hier. Donc, alors peut-être après, il y en a qui ont des états de forme différents, mais normalement, quand on dit, que le club, l'OL, est un palier pour aller plus haut, normalement, ce genre de match, faut le gagner contre un adversaire. Mais c'était ridicule, Marseille, hier. Enfin, à part peut-être Camara, il n'y avait rien. Ils nous ont même pas mis la pression, tout. Et c'est... en danger. Non, on n'a pas été mis en danger. À un moment, ça va être cruel, mais si on remplace à leurs deux postes, par exemple, ceux qui devraient être les leaders, donc c'est quand même Aouar et Memphis, si on met Juninho et Sonny Anderson, ce match, on le gagne 40 fois. Parce que c'est des gens qui faisaient gagner les matchs. Eux, là, c'est des très beaux joueurs. J'adore Oussama Aouar, il est très fin, il est très... voilà, mais à un moment, s'il veut être un leader, il faut l'être, quoi. Dans ce genre de... Memphis Depay, il a quoi? Il a eu 6 coups francs, il n'y en a pas un qui a cadré. S'il y a Juninho, il y a au moins 2 filoches, il y a au moins... Non, mais il y a une pression. Là, il n'y a rien, quoi. Donc, au bout d'un moment, moi, je suis inquiet parce qu'il n'y a pas de leader. Donc, quand il s'agira de gagner facilement, on est capable de faire du jeu, on est de très bons joueurs, mais on n'a pas les gens qui font gagner, quoi. Même question, Nico, tu vois, t'as un sacré concurrent aujourd'hui. Autour de la table, on débat aussi. Non, mais à ton époque, par exemple, ce match-là, on gagnait 3-4-0. Ouais, vous allez le gagner 3-4-0, ou même 2-1 de Raccro, on s'en fout. Mais vous le gagnez. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, on le voit parce que pendant une demi-heure, l'OL a vraiment dominé ce match, la première demi-heure. Et suite au but, un peu comme c'est devenu notre habitude dernièrement, on se relâche, on regarde l'adversaire jouer et on ne maîtrise plus le match. Et c'est arrivé à Brest où on menait 3-0 et on a failli se faire surprendre. Et puis encore d'autres matchs encore. Mais là, effectivement, je suis d'accord avec JC, on n'a pas de leader, on n'a pas de taulier qui mène le rythme de cette équipe. Le métronome, à l'époque on avait Juni, c'était le métronome de cette équipe-là. Les temps forts, les temps faibles, c'est lui qui les maîtrisait. Certains disent que c'est Memphis Depay, justement, quand Memphis est bon, l'équipe... Ouais, ce que dit Carmenez ou d'autres. Oui, mais quand il est bon, quand il n'est pas bon. Hier, sur un match comme ça, même en mauvaise forme, il doit... Sonny Anderson, il aurait planté, il aurait peut-être fait la fête la veille, mais il aurait planté. non, mais ce que je veux dire, c'est que il a fait gagner le titre. Et c'est-à-dire que c'est des gens qui font gagner les titres. Là, Memphis Depay.
Alors moi j'ai une théorie sur Memphis Depay. Mais... Allez, c'est parti. Alors attention, je vais lancer une... Attention. Memphis Depay en France, il a un moins bon... à 26 ans, il a un moins bon palmarès que Vincent Pajot quand même. Parce qu'il a même pas de Coupe de la Ligue. Donc c'est un joueur qui n'est jamais dans les équipes qui gagnent. Donc il a peut-être beaucoup de followers, il est très brillant, il sait faire des choses, mais il est jamais dans les équipes qui gagnent. Et ça c'est un signe quand même. À 26 ans, le palmarès c'est 0. C'est-à-dire que Vincent Pajot, qui est quand même pas le sommet du foot mondial, il a un plus gros palmarès que lui. À un moment, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que les grands joueurs, c'est quand même les joueurs qui font gagner les titres. Nicolas Puy-de-Bois, 3 titres des champions de France, 3 titres des champions de France. Non, mais c'est vrai. Et dans l'équipe de 2001-2002, il y avait pas... je pense que David Linares, il avait moins de followers que... Ah, largement moins. Et toujours. Oui, toujours. Mais n'empêche que il a fait gagner des matchs. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y avait une envie supérieure de gagner que là, moi, je sens pas. C'est pour ça que je suis inquiet. Ouais, on en revient à la motivation. C'est que on sait bien jouer, on a des beaux joueurs, mais il n'y a pas l'envie l'envie supérieure de gagner, qui est une des valeurs à l'OL très fort, et qui a été perdue. Et c'est pour ça que je suis inquiet sur la suite. Donc, le nul en soi, il condamne à rien. Mais le contenu, il fait peur, quoi. Il fait peur. Et en fait, moi, ce que je crains, c'est qu'on laisse s'échapper beaucoup de points prenables depuis quelques temps. Et si on n'avait pas perdu... Alors, on gagne jamais tous les matchs dans une saison. Mais Metz, Montpellier, là, contre Marseille, c'est des points qu'on laisse échapper en route. On serait leader, avec peut-être un petit matelas d'avance. Alors, on voit que Lille aussi est tenu en échec. On va regarder le classement pendant que tu parles, Nico. Mais en tout cas, la dynamique actuelle de l'OL et sur le contenu des prestations, c'est pas au niveau d'un champion de France, c'est vrai. C'est vrai que l'OL a laissé la place au Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que, bon, comme tu le disais très bien, très justement, Jean-Christophe, au niveau du classement, en tout cas, mathématiquement parlant, l'OL n'est pas à la ramasse. Non, rien n'est perdu, mais c'est... T'as le sentiment que cette équipe lyonnaise va le regretter dans les proches. Bah non, à la limite, le nul dans les circonstances, mais c'est surtout, moi je vois pas qui va mener cette équipe au titre. À un moment, il faut des gens qui ont décidé qu'on perd plus, on va gagner les matchs difficiles, et ça j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Il n'y a pas les ingrédients. Et ceux qui se proclament un peu les leaders, pour moi, ils me déçoivent parce que ils ont eu des discours, voilà, ils l'ont dit, ils ont dit Lyon est un tremplin, nous on aspire à mieux, machin, mais à un moment, remplissez le palmarès, quoi. Parce que là, sincèrement, je les vois pas titulaires, même dans d'autres grands clubs, je vois pas. C'est un peu chimérique pour eux. Hein. C'est dommage parce qu'il y avait la place. Il y a la place pour être leader, Ah oui. il y a la place pour engranger des points, il y avait la place pour battre Marseille, surtout l'équipe de Marseille d'hier, qui nous a pas mis en danger. Donc on n'a pas été bousculé par cette équipe-là. Mais on revient. Non, mais on repart avec un seul point. le côté gauche de Marseille, c'est Nagamoto Kawi. C'est-à-dire que ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe de Marseille. Non mais ça Ça dit sans langue de bois. Hein. Non, c'est pas ça. Je me marre parce qu'en même temps qu'il parlait, je regardais l'image, la photo derrière Nico Puy-de-Bois, et je voyais 2 joueurs, et c'est vrai que pour moi, il n'y avait pas photo non plus sur ces 2 joueurs. Quand je parlais de 2 joueurs, il y en a un qui a pas mal de talent, et il y en a un, il est comme Nico, il aime bien les 3e mi-temps. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai rarement vu une équipe de Marseille aussi peu. En plus, il n'y avait pas le public pour les pousser. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait, quoi. Messieurs, on va regarder les statistiques. Justement, c'est notre ami StatFoot, fidèle de l'émission, et vous pouvez suivre sur Twitter, vraiment. StatFoot qui a fait un classement de Ligue 1 en 2021. Et on voit effectivement cette équipe lyonnaise à la 4e position. Et Nico, t'avais alerté, hein, notamment sur certains matchs. T'avais dit effectivement, encore une fois, on prend parce qu'il y a 3 points. Mais attention, à force de pas bien jouer sur 90 minutes, et là on l'a vu, l'OL s'est arrêté de jouer après 1-0. Exactement. Et ça, c'est encore une fois, c'est une piqûre de rappel. Bah, c'est une mauvaise habitude qu'on a pris, et on a pris depuis peut-être depuis le début de l'année 2021, parce que fin 2020, on avait plutôt une équipe qui jouait bien, il y avait du contenu, il y avait de l'animation, il y avait du beau jeu, et forcément, quand tu joues bien, c'est plus facile de gagner les matchs. Effectivement, les derniers temps, on gagnait, seule la victoire est belle, c'est ce qui fait qu'on devient champion. C'est anecdotique de dire qu'on a gagné 3-2 à Brest quand tu es champion de France et que tu es sur la place des terreaux en train de soulever le trophée. Ce sera anecdotique. Un slip sur la tête. Un slip sur la tête, c'est ça. Ce sera peut-être anecdotique le match nul face à Marseille si on est champion. Par contre, on a plus de chances d'être champion en engrangeant les points et surtout face à des adversaires comme Marseille où il y avait vraiment la place de gagner ce match-là. Donc attention que l'OL ne sorte pas frustré de cette saison parce qu'il y a la place de faire quelque chose de beau. Par contre, avec le contenu, si tu joues que 30 minutes par match, sur le restant de la saison, forcément, au bout, tu n'y seras pas.
Messieurs, je vous propose, avant de te redonner la parole, Jean-Christophe, c'est d'écouter Rudy Garcia qui revient sur ce match nul à Marseille, 1-1. Non, c'est un mauvais point, vu l'entame de match. Après, ça devient un bon point parce que on joue à 10 pendant les 20 dernières minutes. Donc si on n'a pas gagné, c'est d'abord de notre faute, parce que je pense qu'on s'est un peu arrêté de jouer, alors qu'on avait très bien débuté, on a mis un joli but, on avait une bonne maîtrise technique, et puis après on a remis Marseille dans la course en perdant des ballons, en leur permettant surtout de s'approcher de notre but et d'obtenir des coups de pied arrêtés, là où ils sont dangereux. Après, on a été victime de faits de jeu parce que le premier jaune de Lucas Paqueta l'envoie au vestiaire à 70e minute sur son deuxième jaune. Donc, comme je vous l'ai dit, après, on devait... J'espérais qu'on gagne à 10. Memphis a marqué, mais il était logiquement refusé pour hors-jeu. Mais quand on ne peut pas gagner, c'est bien aussi de ne pas perdre et la course continue, même avec ce point. Et tout le monde en parle, oui, tout le monde en parle. C'est pas Thierry Ardisson, mais voilà, tout le monde parle de Ryan Cherki. Cherki, déjà, tout d'un grand. Alors, effectivement, on provoque un petit peu. Bien sûr. Il faut raison garder. Et on le fait souvent, d'ailleurs, tous les lundis, parce qu'on connaît le football, on connaît la maison, on connaît l'exigence du haut niveau et qu'il ne faut pas griller les étapes, step by step. Mais mine de rien, on va regarder déjà ces statistiques pour poser le décor après le match de Ryan Cherki contre Sochaux. Ryan Cherki, 17 ans et 201 jours, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire son 6e but avec l'OL en compétition officielle devant un certain Fleury Dinalo, 18 ans et 139 jours. Question pour notre invité, est-ce que tu es surpris par ce qu'est capable de faire Ryan Cherki? Surpris non, puisque c'était déjà il y a un an le match contre Nantes, non, où il avait été déjà phénoménal. Et déjà après ce match-là, vous étiez posé, je pense, à peu près la même question. Et finalement, après, il avait très peu joué. Donc, le problème, c'est son temps de jeu. Parce qu'à chaque fois qu'il joue, en tout cas, à chaque fois qu'il est titulaire, il montre qu'il a du talent. Alors, contre Sochaux, c'était encore plus facile de s'exprimer. Surtout que ses milieux avaient su créer des espaces. Il a su en profiter énormément. Moi, il m'a fait très forte impression, mais... c'est pas une surprise puisque je connaissais le potentiel du joueur, on l'avait déjà vu par le passé. Maintenant, est-ce qu'il a tout d'un grand? A priori oui, mais il va falloir jouer un peu plus. Ça dépend de son entraîneur. Est-ce qu'il est Garcia compatible? On peut en parler. C'est un autre débat. Mais en tout cas, évidemment, vous avez une pépite, vous avez un diamant. Profitez-en. Hein. C'est très intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Est-ce qu'effectivement il est Garcia compatible? Parce que c'est vrai que quand on interroge, alors je ne dis pas que Rudy Garcia n'aime pas Ryan Cherki, attention, on ne va pas créer de fausses polémiques, c'est pas du tout le débat. Mais on sent qu'avec lui, alors est-ce que c'est une histoire de gestion? Est-ce qu'il se méfie d'un gamin qui peut s'enflammer? Est-ce que c'est pas facile pour un entraîneur comme Rudy Garcia, quelque part, de devenir éducateur avec un joueur comme Ryan Cherki? Voilà, je ne sais pas comment il faut amener le débat, mais c'est vrai qu'on sent que c'est complexe. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Effectivement, quand on est dans l'entourage du joueur et qu'on est le joueur en lui-même, on veut toujours jouer plus, qu'on ait 15, 16, 17 ou 30 ans, on veut jouer. Moi, je pense que la gestion du cas Ryan Cherki, elle est plutôt bien maîtrisée. Le problème actuel de Ryan Cherki, c'est que, à part la Ligue 1, il n'y a pas d'autres championnats qui jouent. Donc en fait, quand il ne joue pas avec les pros, il ne peut pas jouer avec la réserve pour emmagasiner du temps de jeu, pour emmagasiner du rythme, pour apprendre son métier de footballeur. Parce que la N2, finalement, devait reprendre et ne reprend pas. Ils ont fait des matchs là. D'ailleurs, c'est vraiment du foutage de gueule pour le foot amateur, parenthèse fermée. Effectivement. Donc du coup, voilà. Donc il est obligé à 17 ans, vivre avec des pros, vivre comme un pro, alors qu'il est encore en train d'apprendre son métier. Qu'on le veuille ou non, il est encore en phase d'apprentissage. Effectivement, il a un talent énorme. Mais il est encore en train d'apprendre son métier. Et même les plus grands talents doivent apprendre leur métier. Oui, mais par rapport à ce que disait Rémi, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que par rapport à Rudy Garcia, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu penses? Moi, je pense qu'il est bien géré. Je pense qu'on doit... aujourd'hui, on a d'autres joueurs qui peuvent faire la différence à ce niveau-là. Il veut pas le griller. Il veut pas lui brûler les ailes. Et c'est tout à son honneur. Alors, ça l'arrange aussi bien de ne pas prendre de risques non plus, on est bien d'accord, je pense, dans la gestion, on commence à connaître un peu Rudy Garcia, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il ne faut pas non plus en faire trop et aller trop vite avec ce genre de jeunes joueurs. Parce que
il peut se brûler les ailes, son entourage aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas que le joueur qui pour lui, tout ce qu'il fait, c'est normal. Il y a aussi tous ceux qui sont autour, qui peuvent lui monter la tête, qui peuvent lui faire croire ou lui faire perdre la tête, alors qu'en fait, aujourd'hui, il a une ligne droite qui est tracée pour un très bel avenir. Par contre, il faut avancer étape par étape. Et je pense que dans l'apprentissage, il montre à chaque fois qu'il joue, parce qu'il est frustré aussi, parce qu'il est en manque de temps de jeu, que quand il est sur le terrain, il veut prouver. Et donc, du coup, pour moi, ça, en termes de gestion, ça montre que c'est pas mal du tout. Bonne transition et je te redonne la parole, Rémi, promis. C'était un peu long, mais c'était bien quand même. Ah non bah c'était très long, c'était un tunnel. Un tunnel, franchement. Un long tunnel, c'est incroyable. Avant de te redonner la parole, Rémi, justement, on va découvrir la réaction de Ryan Cherki, et c'est la réaction avant le match, parce qu'il est venu pour la première fois en conférence de presse, et il parle justement de cette impatience. Je prends patience, justement, dit Ryan Cherki. Depuis quelques temps, je suis axé sur le placement tactique défensif. Ça va payer rapidement, je sais que j'ai un peu de talent, mais le travail est plus important que le talent. J'aime travailler et faire plus que les autres. Je suis encore dans une saison d'apprentissage, il le dit lui-même. Le plus compliqué est de se dire que je pense jouer. La patience est dure à gérer, mais j'apprends. J'essaye de me poser les bonnes questions. Et je trouve ça remarquable pour un jeune de 17 ans d'avoir ce discours, oui, clairement. c'est sûr. Mais on le sent déjà dans son jeu et dans son discours qu'il y a quand même une certaine maturité. Voilà, et je donne la parole à Rémi, chose promise, chose due. Rémi, par rapport à ce qu'a dit Nico et par rapport à ces déclarations de Ryan Cherki, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Il y a aussi sur le manque de temps de jeu de Ryan Cherki et l'utilisation crue d'Irssi en fait, la conséquence, c'est un peu moins le cas depuis un mois, mais pendant plusieurs semaines, le trio offensif de l'OL, il a tourné du feu de Dieu. Kadewere, Toko et Kambi Depay, pendant 2 mois de suite, ça a super bien enchaîné. Donc c'est difficile de changer quand tu es entraîneur ton trio offensif alors qu'il cartonne. Là, c'est un peu moins le cas. Il y a peut-être une fenêtre qui s'ouvre pour Ryan Cherki en ce moment, avec la méforme de Tino Kadewere. Alors après, je sais pas comment ça peut s'articuler avec Toko et Kambi et Depay. Pardon Rémi, et c'est pas un joueur d'aile, c'est plutôt un joueur dans le cœur du jeu. Exactement, voilà. C'est pour ça que on parlait de est-ce qu'il est Garcia compatible. Moi, je me pose aussi une autre question, c'est comment on peut harmoniser son placement sur le terrain avec celui de Memphis Depay. Parce que c'est 2 joueurs qui vont vouloir prendre le jeu à leur compte, vouloir toucher beaucoup de ballons. Et contre Sochaux, il y avait Islam Slimani devant, qui est un joueur qui reste un peu plus dans la surface peut-être. Est-ce que c'était pas plus simple pour Ryan Cherki de s'exprimer dans ces circonstances-là qu'avec un Memphis Depay devant lui? Je me pose aussi cette question. Après, évidemment qu'il a un talent fou et il sera amené à jouer un jour ou l'autre. Maintenant, est-ce que avec le 11 type qu'a l'OL en ce moment, où est-ce qu'on le met? Comment on l'utilise? C'est vrai que c'est pas facile à résoudre comme équation. C'est très juste, mais d'ailleurs, j'en prends pour preuve, il a marqué 2 buts, mais il a marqué 2 buts parce qu'un Islam Slimani a un état d'esprit extraordinaire. Parce que n'importe quel attaquant de pointe qui n'a pas marqué, alors que l'équipe gagne 4-2, et qui en manque de buts et qui en manque de réussite, il aurait frappé au but, il n'aurait pas fait la passe à Ryan Cherki. Et donc du coup, les stats, tout d'un coup, elles auraient été moins belles. Mais grâce à un Islam Slimani, il peut marquer son doublé. Effectivement, il a fait un bon match dans les stats. Pour moi, Ryan Cherki ralentit encore trop un peu le jeu. C'est-à-dire que là, il a fait 97% de passes réussies, mais c'est des passes faciles qu'il a faites, pour moi. Pour moi, il n'a pas accéléré le jeu, il a toujours trop de touches, 1, 2, 3, 4 touches. Alors il peut le faire parce qu'il est à l'aise techniquement, mais en simplifiant son jeu, il va devenir encore plus efficace et il va être encore plus important pour l'Olympique Lyonnais. Mais sans Islam Slimani, il n'a pas ces stats-là parce que autour de lui, il y a un bel état d'esprit et les gens sont bienveillants vis-à-vis de lui. Hashtag TKYDG, forcément, ça suscite de nombreuses réactions. On va regarder un tweet d'un supporter, Eidar, qui nous dit faut vite se calmer. L'enflammer, c'est le meilleur moyen de le griller et de lui faire perdre toute lucidité. Il lui reste encore beaucoup à parcourir pour devenir tout d'un grand. Déjà commencer par devenir un titulaire régulier. C'est déjà très bien ce qu'il fait pour 17 ans. Voilà, forcément, j'imagine que vous êtes tous les deux d'accord par rapport à ça. Et c'est vrai qu'effectivement, au sein du vestiaire, c'est bien de l'encadrer aussi. Il a besoin d'être accompagné. Il a besoin de bienveillance, mais il a besoin aussi, lui, d'être exemplaire, forcément aussi, parce que tu en as connu des jeunes, et des fois, ça peut créer la zizanie, surtout quand on a du talent. Ça, c'est très français, quand on a du talent, tu peux vite agacer. Voilà, on a du talent, on a un bon contrat, on le sait, on se comporte pas. Des fois, on a un peu des largesses en termes de discipline ou en termes de comportement. J'ai vu 1 ou 2 vidéos avec Gérald Baticle, où je me dis que des fois, c'est un peu moyen comme comportement quand on a 17 ans. Moi, je me serais pas permis de faire ça, parce qu'avec les Delmotte, ou les Coupet, ou les Laville, je me serais vite pris un taquet. Bon, bah voilà, après, c'est les générations actuelles, elles sont bien plus à l'aise avec les aînés, tant mieux. Mais en tout cas, effectivement, il y a vraiment des choses à respecter. Et
je pense qu'il a la tête sur les épaules, il est vraiment mature pour quelqu'un de son âge, donc il n'y a pas de raison qu'il grandisse pas. Mais effectivement, il faut qu'il prenne son mal en patience et qu'il prenne le temps. Hashtag TKYDG, je vous le disais, il y a pas mal de réactions. On va encore enchaîner, on va en prendre une autre de réaction avec Dom qui nous dit s'il prend conscience des domaines dans lesquels il doit travailler, simplicité, travail défensif, concentration, volume de jeu, impact physique et qu'il reste à l'écoute, il deviendra indéniablement un très grand joueur. Rémi, selon toi, quel est l'axe de progression justement de Ryan Cherki? Où il doit vraiment encore une fois progresser? Est-ce que tu rejoins Nico par rapport à la simplicité au niveau de son jeu? Ou tu vois d'autres paramètres, d'autres choses à améliorer, selon toi? En fait, plus que la simplicité, je pense que le mot plus juste, ce serait efficacité, peut-être. Parce qu'on parle beaucoup de travail défensif, de travailler ça, mais moi, je suis toujours un peu embêté quand on a des génies créateurs auxquels on demande de progresser dans le travail défensif, parce que j'ai l'impression qu'on les restreint quelque part, on leur demande de faire quelque chose pour lesquels ils n'ont pas les dispositions naturelles. J'appelle ça un génie, hein, je m'enflamme un peu parce que c'est le terme qui me vient, mais les mecs comme ça qui ont des qualités énormes balle au pied, qui sont capables de faire des différences tout seuls, qui ont des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Tu prends des Ben Arfa, des mecs comme ça. Est-ce que tu les frustres pas un peu? Tu les sors de leur cadre en leur demandant de progresser défensivement, de faire du repli, tout ça? Alors évidemment, c'est nécessaire, hein, j'entends, mais moi, il faut le laisser s'éclater, il faut le laisser dans son cadre. Et c'est pas possible dès cette saison parce qu'il n'y a pas les joueurs qui lui permettent de faire ça sur le terrain. Mais à mon avis, l'année prochaine, il peut y avoir un changement de cap. Ça dépendra aussi de l'entraîneur qu'il a à ce moment-là. Ouais, puis c'est chacun sa grille de lecture finalement, parce Ouais. qu'un supporter, un téléspectateur, il a envie de voir effectivement un joueur, un artiste du ballon, entre guillemets, s'exprimer à sa guise. Bien sûr, Par contre, un entraîneur, il a envie qu'il s'inscrit c'est ça. le joueur dans Dans le collectif. dans le collectif. C'est pour C'est-à-dire ça- que c'est tu pour dois ça être au que service plus- du collectif, et si Voilà. tu veux aller fort, ça, excuse-moi l'expression, Non, bien sûr. mais ça fout la mort quand tu es joueur Ah, il faut- et il que faut tu pas vois que le joueur ne revient pas défendre. C'est vrai. Et en fait, alors au-delà de faire des efforts défensifs, c'est en termes de replacement. Juste te mettre au bon endroit pour empêcher telle passe. On lui demande pas d'être agressif ou de faire un pressing tout terrain. On lui demande juste de se replacer convenablement dans la ligne par rapport à ses coéquipiers. Après, forcément, offensivement, il faut lui laisser toute la latitude d'exprimer son talent, de lui laisser une certaine liberté comme peut l'avoir Memphis, parce que c'est des joueurs qui font la différence. Mais encore une fois, offensivement, si en termes d'efficacité, il pourrait, grâce à sa lecture du jeu et à sa technique, accélérer encore plus le jeu de l'OL. Alors peut-être qu'il ralentit le jeu, pour le coup ça va être en sa faveur, parce que les autres ne vont pas aussi vite que lui. Ouais. Et que lui, il aurait peut-être des opportunités de faire des passes vers l'avant qu'il ne peut pas faire parce que les autres ne sont pas à son niveau, entre guillemets. Mais encore, ça reste à prouver. Mais perso, à mon humble niveau, tu joues en amateur, si j'ai un mec comme ça dans l'équipe qui fait des différences, qui est un peu un artiste du ballon et qui est capable de faire des différences tout seul, mais je lui dis, vas-y, éclate-toi, on va le faire le travail défensif derrière toi. Par contre, il faut qu'il y ait de l'efficacité et il faut qu'il fasse des différences offensivement. Il faut qu'il mette des buts ou des passes décisives. Ça, c'est la contrepartie. Mais s'il Aujourd'hui, remplit dans le cette foot actuel, il y a que vas-y, Messi. éclate-toi. Aujourd'hui, dans le foot actuel, il y a que Messi qui a ses largesses. Même Cristiano Ronaldo fait les efforts défensifs, fait son repli, fait son replacement. Il y a que Messi aujourd'hui qui est libre comme l'air. Mais t'es pas un romantique, Nico, aussi. C'est vrai que je suis gardien de but. Non, mais c'est très juste, il a raison. La rigueur, la Ouais, discipline. mais t'es romantique quand même. Non Un peu. Bon, ça dépend. Oui, ça dépend à quelle heure et ça dépend après un repas. Bref. J'aime beaucoup Rémi, c'est ça qu'il faut que je dise. Il y a Frédéric qui dit on gagne sur ses points forts. Toujours. Donc Ouais, les bien points sûr. forts de Ryan, est-ce qu'il doit, voilà, effectivement, est-ce que c'est pas, Ouais, mais du coup, il faut qu'il continue de travailler ses points forts. Donc, Ouais. l'efficacité, la justesse dans le jeu, jouer plus vite, parce que justement, il a la capacité technique d'accélérer le jeu de l'OL, mais il doit aussi gommer certains de ses défauts. Et donc, le repli défensif, le replacement défensif, plutôt que le repli, Oui. en fait partie. Voilà. Encore une fois, je ne lui demande pas d'aller tacler comme Paqueta. Paqueta, c'est un extraterrestre. En plus d'être bon techniquement et d'apporter une touche offensive à l'OL, il a aussi cet état d'esprit d'aller tacler au poteau de corner. Bon, c'est pas ce qu'on demande à Ryan Cherki. Par contre, de se replacer dans la ligne pour reformer le bloc, effectivement, ça va être une de ses priorités pour pouvoir passer un cap. Hashtag TKYDG, on prend rapidement un tweet parce que nous sommes très bavards et le temps passe vite. Tout d'un grand non. En revanche, il a déjà bien progressé depuis le début de saison. Il semble vraiment très impliqué, très impliqué même défensivement. Il a une mentalité Ouais, de c'est gagnant et il fait un monstre. Maintenant, il faudra un bon encadrement pour qu'il atteigne son plein potentiel.
Hashtag TKYDG, si vous souhaitez réagir, intervenir, si vous souhaitez aussi remettre en place, n'hésitez pas, notre consultant Nicolas Pudebois, vous êtes les bienvenus. Avec des arguments alors. Toujours, toujours avec des arguments. Nous sommes en direct sur Lyon Capital TV, nous sommes en direct sur YouTube, sur Dailymotion, sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, dans le monde entier. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, on va essayer de les relayer au maximum. On va revenir sur ce match nul, messieurs, de l'Olympique Lyonnais à Reims, un partout. L'Olympique Lyonnais, on l'avait dit, Nico. Je t'avais même chambré avec ça en te disant 10 matchs, 10 finales. Les Tu m'avais supporters dit. ont insisté d'ailleurs. Exactement, il y a eu une Avant le banderole, départ, il y a eu une exact. banderole effectivement à l'aéroport de Bron, Lyon-Bron, des supporters, des Bad Guns notamment, en disant 10 matchs, 10 finales. Vous avez eu des royalties? J'ai pas eu de Vas-y. royalties, mais on était sur la même longueur d'onde, on va dire. Tu étais un peu moins dans Ouais. de cet avis-là, tu disais il y avait Bah, encore du temps. oui. Et finalement, quand on voit ce match nul Olympique Lyonnais, 2 points de perdus ou un point de sauvé, Nico? Alors sur la physionomie du match, un peu des deux. Un point de sauvé parce qu'on marque dans les dernières secondes du match. On a peut-être même l'opportunité par Slimani de remporter ce match-là. Mais sur la première, donc c'est un point de sauvé sur le résultat. Après, c'est 2 points de perdu dans la course au titre. Maintenant, on voit, quand on regarde les résultats de nos adversaires, Lille, le Paris Saint-Germain, qu'en fait, il n'y a rien de... On a repris un point sur Paris Saint-Germain. Donc, Lille match nul contre Monaco. Lille, match nul contre Monaco, défaite du Paris Saint-Germain face à Nantes. On a repris un point au Paris Saint-Germain qu'on reçoit le week-end prochain. Donc, c'est pour ça que, oui, 10 finales, il vaut mieux les gagner pour pouvoir être au bout. Maintenant, on peut s'apercevoir que même suite à une contre-performance, bon, là, on n'a pas su en profiter, mais rien n'est joué. Et au niveau de l'état d'esprit, Romain, est-ce que c'est pas problématique de démarrer un match comme ça où tu es attendu, tu sais que tu as les cartes en main, entre guillemets, et finalement on s'est rendu compte très rapidement, dès l'entame de match, par rapport à cette équipe lyonnaise, qu'ils n'étaient pas dans cet état d'esprit de remporter ce match et se dire il fallait y aller, quoi. Oui, effectivement, l'état d'esprit, c'est une chose très importante. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, Nico, c'est tu vas à Reims, tu sais que c'est une équipe quand même qui est très difficile à jouer à domicile, très dure, très solidaire, très organisée. Donc, raison de plus aussi aux Lyonnais de venir habiter peut-être avec cet état d'esprit guerrier, organisé, pour pouvoir mettre la pression tout de suite sur le bloc rémois. Donc, effectivement, ça fait partie des choses pour un club comme l'Olympique Lyonnais ça doit être dans l'ADN, hein, ça doit être quelque chose qui doit être beaucoup plus régulier en tout cas. Je ne dis pas qu'ils le sont tout le temps, mais là pour un club jouer contre Reims, on sait que ça va être une bataille, on sait que ça va être une guerre, il faut arriver équipé. Et c'est là où tu as raison, Razik, ils auraient dû aborder ce match-là comme une finale. C'est ça. C'est vrai, ils n'ont pas abordé ça avec les éléments de motivation qu'on met pour une finale. Je vous rassure, comme vous êtes en train de nous regarder en direct, l'arbitre, on va en parler après. Hein. Là, on revient bien sur le match. Lyon en parle. Je sais que tout Lyon en parle. Je sais que vous êtes pressés, même en régie, dans toute Lyon, la métropole de Lyon. Mais on va en parler après, messieurs. On reste bien sur ce match Reims-OL, un peu un décryptage par rapport à ce match nul, justement. Je sais pas, Nico, si j'ai envie de te dire tes tops, tes flops par rapport à cette rencontre. Est-ce que c'est de manière globale Non, ou tu as des joueurs mes tops, mes flops, en flop, je mettrai la première mi-temps, en top, je mettrai la deuxième mi-temps. Voilà. En fait, ce qui m'a manqué sur cette première mi-temps, parce qu'on avait le ballon, on avait la possession du ballon, de la maîtrise plus ou moins du match, mais il n'y avait pas d'intensité, on n'était pas incisif, il n'y avait pas de projection, il n'y avait pas de dépassement de fonction. On a ronronné toute la première mi-temps. Ce qui fait que c'est compliqué de mettre en porte-à-faux une défense rémoise qui nous attendait justement et qui met de l'intensité dans les impacts, dans les duels. C'est vraiment ça qui a manqué sur cette première mi-temps. Il y a Alexandre, par exemple, qui nous regarde sur le YouTube. Parce que, comme je On a joué en tongs. Qui nous dit on a joué en tongs. Bah oui. Parce que Romain, tu es d'accord avec avec ça le costard. Il y avait un manque de rythme évident, ça Ouais, c'est ça. On ne peut pas prendre de cré de décalage si on n'impose pas un rythme à l'adversaire, qui plus est un rythme comme le Stade de Reims, une charnière éprouvée. Donc, effectivement. Mais c'est pour ça, parce que c'est bien d'avoir le ballon, c'est bien d'avoir la possession. Après, il faut en faire des choses. C'est l'animation qu'on met en place, c'est les mouvements, c'est l'impact, l'intensité. Et c'est ce qui a manqué sur cette première mi-temps. On a eu le ballon. Franchement, on a eu le ballon, mais on n'a pas eu de situation à se mettre sous la dent. De créativité aussi, Ouais. dans Ça. le 1 contre Ça 1, manque, dans les 30 derniers mètres. Ça manquait d'imagination. Pouvoir faire c'est vrai. ce geste qui va permettre de débloquer la situation. Il y a juste un Lyonnais qui nous dit, toujours pareil sur le live YouTube, vous pouvez commenter sur la page Facebook, sur Twitter. Par contre, je ne comprends pas Rudy Garcia qui se permet de remettre en place les joueurs de l'OL alors que son coaching, il est bidon.
alors que ses compos, 3 petits points. Et bien justement, on va regarder le 11 de départ de Rudy Garcia. Et comme ça va nous permettre de débattre. Voilà le 11 de départ, concocté par Rudy Garcia, avec le retour de la charnière, Marcelo Deneyer. Et je vois que Nico Putebois a envie de dire quelque chose. Ouais, en fait, mais on avait tous identifié que Kadewere était moins bien. Rudy Garcia a fait un choix fort en mettant Ryan Cherki, à part que Ryan Cherki, c'est un numéro 10. C'est un milieu offensif, c'est pas un ailier. Et donc, du coup, c'est compliqué pour lui de se retrouver dans un poste à son âge où il y a des replis défensifs à faire qui sont importants, où il s'est retrouvé. Il aime être dans le cœur du jeu et il se retrouve sur un côté. Donc, il vient s'écraser sur Memphis. Après, il a changé de côté pour être un peu plus à l'aise, mais voilà, c'est pas son poste. Il faut mettre les as à leur place, n'est-ce pas, Monsieur Brick? J'aime bien dire ça. C'est pour ça, ça me plaît, donc je le dis aussi. Je pense qu'on avait identifié ce poste-là comme un poste défaillant donc, par Kadewere. Il a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné sur Alors, ce ce qui est match-là. intéressant, c'est que tu comprends finalement le choix de titulariser Ryan Cherki par rapport à sa prestation Face à Nantes. face à C'est Sochaux. Sochaux, pardon. Sochaux en Coupe de France. C'est ça. Voilà. Par contre, c'est le positionnement qui te pose problème. Oui, c'est le positionnement qui me pose problème. On en avait parlé avec Rémi Farge, notre invité de la semaine dernière, qui disait que la compatibilité entre Memphis Depay et Ryan Cherki était peu évidente. Et on l'a vu une nouvelle fois que dans ce positionnement-là, ça ne fonctionne pas. Donc après, voilà, la complémentarité des joueurs est très importante, que ce soit offensivement ou défensivement. Romain? Moi, je suis assez d'accord avec toi. Quand on sait que Memphis est un joueur qui joue un numéro 9, souvent parfois dos au but, où il a cette première touche de balle, souvent qui se crée l'occasion derrière, soit une frappe, soit un décalage. Ryan, c'est un peu pareil, c'est pas un joueur de profondeur, c'est un joueur qui demande souvent le ballon dans les pieds. Donc on se retrouve avec deux joueurs qui jouent simultanément à peu près le même jeu. Et en phase offensive et en phase défensive, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que c'est deux joueurs aussi qui ne font pas souvent beaucoup d'efforts, des replacements. Il faut être vraiment intransigeant de ce point de vue-là. Et ça s'annonçait d'ores et déjà avec cette composition un peu délicate face à encore un adversaire qui joue crânement sa chance, qui a des joueurs athlétiques et qui ne lâche rien. Si on rajoute à ça Oussem Aouar qui a vivoté dans ce match-là, qui a pas produit sa meilleure prestation. Voilà, ça fait beaucoup d'éléments sur la première mi-temps. Bah oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Voilà, on sait que normalement, c'est quand on gagne la bataille du milieu de terrain, aussi bien dans la récupération que dans l'intensité de nos actions offensives, qu'on peut mettre en difficulté les adversaires. Là, il y avait beaucoup trop de manque sur cette première mi-temps pour pouvoir espérer quelque chose de mieux. Et puis on a parlé de Depay et Cherki, mais bon, il ne faut pas non plus oublier le milieu de terrain. Mendes Paqueta, il y a eu aussi dû laisser aller de ce point de vue-là. Il ne faut pas non plus charger toujours être en camp, même si c'est les premiers défenseurs dans une équipe. Je pense que c'est collectivement vraiment que ça n'a pas marché en première mi-temps. Ouais, c'était l'état d'esprit, la motivation. On va découvrir une déclaration d'Anthony Lopez, forcément, qui n'était pas content, Anto Lopez. Les gardiens sont jamais contents. Mais honnêtement, encore une fois, c'était une réaction plutôt pertinente, on va dire. En tout cas, à vous de juger. Ça me change de mon lundi, parce que moi le lundi, je me tape Nico Putebois. Et là, j'ai la chance de pouvoir découvrir la réaction avec vous d'Anthony Lopez. On est passé à côté de notre première période, ce qu'on a dit. On a été complètement coupé en deux. Il y avait un sacré gouffre au milieu, c'est ce qu'a dit Romain. L'apport défensif vient de tous ceux qui sont sur le terrain, pas que des 4, 5 ou 6 qui sont derrière. C'est pour ça que je disais que c'était une réaction plutôt pertinente d'Anthony. Oui, les premiers défenseurs sont nos attaquants et c'était pas le cas ce week-end. Et puis c'est bien de constater aussi, de dire, parce qu'on va l'évoquer après, il y a l'arbitrage, mais ce qui est important aussi, c'est de se dire, c'est pas l'arbitre. Oui, c'est ça. Voilà, c'est important. Il ne faut pas se défausser, il faut arrêter de se défausser. C'est ça, et on n'aime pas ça ici parce qu'on aime tellement le football. C'est ça. Et on peut faire beaucoup mieux intrinsèquement avec les joueurs que nous avons. On mérite de faire de bonnes performances avec l'effectif qu'on a. On a la capacité d'avoir de meilleurs résultats et de meilleures performances qui nous permettrait de ne pas se reposer sur l'arbitrage. Tiens, je fais un commentaire, et parce que, encore une fois, j'essaie d'être le plus juste possible. On ne peut pas me taxer de pro-Slimani ou pas, mais il y a quelqu'un qui nous dit, Xavier, justement, qui nous dit Slimani, c'est un bourrin, il n'a pas le profil de Lyon. C'est pas sévère, ça, Nico? Ou tu trouves que c'est justifié et tu es un peu déçu par Islam Slimani jusqu'à présent? Alors, je ne suis pas déçu. Je pense qu'il lui manque le déclic. Il lui manque un but pour emmagasiner un peu plus de confiance. Je trouve que c'est quelqu'un de très altruiste, qui est vraiment très tourné sur le collectif. C'est ce qui manque à certains de nos joueurs, sans les citer, Aouar, Depay et Cherki. Mais voilà, leur talent, avec son état d'esprit, ça ferait des joueurs extraordinaires. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. C'est quelqu'un qui est très très important dans le jeu sans ballon, on l'a vu à Sochaux. Et bon, regardons aussi un peu le passé, ce qui s'est passé à Monaco. Comment a-t-il marché? Dans quel contexte? Dans un 4-4-2 avec un joueur qui tourne autour de lui, Ben Yedder. Est-ce qu'aujourd'hui, un schéma tactique lui correspond aussi? C'est une autre question à poser. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en 4-3-3, c'est vrai qu'il a du mal à s'inscrire dans ce schéma-là. Je suis d'accord avec Romain.
On va regarder une statistique de StatFoot concernant justement l'année 2021, concernant l'Olympique Lyonnais, un classement de Ligue 1 en 2021. On voit que l'Olympique Lyonnais est classé à la 4e position avec 24 points. Finalement, ça illustre à merveille ce qu'on est en train de dire. Ouais, et puis ça coïncide un peu avec mon retour dans l'émission, Razik. Donc, est-ce que c'est pour me faire plaisir qu'ils font cette irrégularité pour que je puisse avoir des choses à dire? Ouais, Je suis peut-être le chat noir. Et c'est ce qu'on me dit. Ouais, j'ai vu ça, c'est pour ça. Beaucoup de tweets, on reçoit des infos, on reçoit des mails, des appels, et on nous dit Nico, de te Il dire... appuie sur la sellette, du coup. Ouais, exactement. À un moment donné, il va falloir... Non, mais ça change. On voit que contrairement aux 2 derniers mois de l'année 2020, c'est vrai que l'OL est un peu plus poussif en ce moment en termes de performance et de qualité de jeu. On a tendance à bien finir nos saisons en général. Donc voilà, il serait bien de reproduire cet effet on sera pas loin au bout si on se remet à être bien physiquement et à bien terminer notre saison. Il y a Rémi Plisson qui est sur le live YouTube, n'hésitez pas, YouTube, Facebook, Twitter, vous êtes de partout, qui nous dit toujours en train de critiquer Depay, vous allez pleurer sans lui l'année prochaine. Peut-être. Peut-être, mais il y aura d'autres joueurs. Il y a personne à être indispensable. Il y a que ceux qui font gagner des matchs et ça fait longtemps qu'il nous a pas fait gagner. Concernant Memphis, tu as quelque chose à dire? Memphis Depay, c'est un joueur majeur de l'effectif de l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur international, donc il a toute sa place aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Mais ça ne doit pas cacher le fait que quand on a ce statut-là, il faut l'assumer et ne pas être sur courant alternatif la plupart du temps. Donc je suis assez d'accord avec Nico de ce point de vue-là. Il faut qu'il assume son statut et qu'il fasse gagner l'équipe. Toutes les cartes sont encore sur la table. Par rapport à justement si le titre est encore jouable. Question, Bertrand, c'est vrai que c'est l'éternelle question, j'imagine, que ce soit sur la chaîne d'équipe ou dans toutes les émissions. Ouais. Est-ce que le titre était encore jouable pour l'Olympique Lyonnais? Mathématiquement, il l'est, hein, forcément. Il n'y a que 3 points d'écart entre le Paris Saint-Germain, Lille et l'Olympique Lyonnais, mais d'autant qu'il y a un affrontement entre le PSG et Lille après la trêve internationale. Donc, fatalement, les 2 équipes qui sont de devant ne pourront pas marquer des points. Mais dans le même temps, il y a un match entre Lens et Lyon et je ne suis pas certain, à l'heure où on se parle, que les Lyonnais vont forcément gagner à Lens, hein, même si Lens était parfois un peu meilleur à l'extérieur qu'à domicile, mais c'est une équipe qui joue très bien, qui fait beaucoup de courses, qui est très bon dans l'utilisation du ballon, qui presse beaucoup. Enfin, c'est une des belles équipes de notre championnat. Donc pour répondre très clairement, moi je doute très fortement que Lyon soit champion de France. Et pour le moment, si j'étais supporter lyonnais, je me poserais plutôt la question de savoir s'ils vont terminer la saison sur le podium plutôt que savoir s'ils peuvent être encore champion de France. Même si mathématiquement rien n'est fait, la dynamique est loin d'être favorable, elle est même plutôt défavorable. Et c'est pas cette défaite contre le PSG dans ces proportions-là qui vont arranger les choses. Donc oui, à un moment donné, j'étais optimiste pour Lyon, là je ne le suis plus du tout. Et c'est vrai que on peut envisager le fait que Lyon termine 4e à la place du con et que derrière les retombées, notamment économiques, soient absolument catastrophiques. On va quand même écouter Anto Lopez, parce que c'est vrai qu'on a ressorti cette phrase, mais on va écouter Anto Lopez. Il a été interrogé après cette défaite de l'OL contre Paris Saint-Germain. On verra la 38e journée. Pour l'instant, il en reste 8. Il reste encore pas mal de points à prendre. Voilà. Toutes les cartes sont encore sur la table, j'ai envie de dire. Donc on va avancer. On va essayer déjà de prendre, d'enchaîner les bonnes performances, de prendre le maximum de points possible, de gagner si possible tous les matchs qui nous se présentent face à nous, et puis on fera les comptes à la fin. On fera forcément les comptes à la fin, Nico, il répond comme un compétiteur et comme un sportif de haut niveau qui est encore en course et en compétition. Donc lui, il est dans son rôle. Et moi, mon rôle est de vous dire ce que j'en pense. Donc, bien sûr. Moi, franchement, sur la prestation d'hier et surtout sur le dernier mois de football que j'ai vu à l'Olympique Lyonnais, non, on ne mérite pas d'être champion déjà. Donc, je pense qu'on ne sera pas champion. Il ne faut pas oublier qu'on a des confrontations directes, nous aussi, face à Monaco et face à Lille, et qu'il faudra les gagner. Aujourd'hui, les cartes sont sur la table, mais on n'a pas notre destin entre les mains. Donc, sur ce que je vois, sur la dynamique et sur les performances sur les 2 derniers mois, comme l'a dit Bertrand, si on finit sur le podium, ce sera déjà satisfaisant et très bien. Donc voilà, à eux de se reprendre. Pour le podium, ils ont les cartes en main. En ce qui me concerne, je ne les vois pas champions et je crains sur la dynamique qu'on puisse en être éjecté de ce podium. On va regarder le classement, justement, le podium, mais plus 3e, plus 4e. Tu as peur vraiment de... Oui, sur le retour de Monaco qui est bien mené par son entraîneur Niko Kovac et que ça commence à porter son travail commence à porter ses fruits.
On a Lille qui a quand même une bonne dynamique, même si eux aussi lâchent des points. Je trouve que la dynamique du LOSC et de l'Olympique Lyonnais est semblable en ce moment. C'est-à-dire qu'ils vont perdre contre des équipes Lille a perdu contre Nîmes. Enfin voilà, c'est des équipes qui sont à la portée des deux équipes et ils laissent échapper des points en route. Le Paris Saint-Germain rentre dans le Money Time avec la Ligue des Champions. Ils sont préparés, un peu comme l'OL a fut un temps. Le Paris Saint-Germain est préparé pour la dernière ligne droite, la Ligue des Champions et le championnat. Ce qui est moins le cas pour l'Olympique Lyonnais ces derniers temps. Donc voilà, là, le Paris Saint-Germain va monter en régime, va plus trop laisser passer de points, d'occasion de lâcher ce titre. Là où Lille et l'OL font que perdre perdre face à des adversaires qui doivent battre pour être champion. Non, mais à un moment donné, ça m'agace en fait. Ça m'agace. Je le vois. La situation m'agace. Parce qu'on a laissé passer des points qu'on n'aurait pas dû. On serait peut-être pas dans cette situation si on n'avait pas perdu face à Brest, face à Metz, face à des points face à Reims. Enfin, voilà, on a laissé trop de points en route. Perdre contre le Paris Saint-Germain dans le match comme ça s'est produit hier, c'est pas grave en soi. Par contre, perdre face à ces équipes-là, c'est là où on a perdu des points bêtement dans la course au titre. Bertrand, toi aussi, tu vois plutôt le Paris Saint-Germain remporter ce championnat? Ouais, si je devais mettre une pièce, je le mettrais forcément plus sur le Paris Saint-Germain, mais je partage pas entièrement le constat de Nico. Il le regarde avec ses yeux d'observateur et aussi de supporter lyonnais, mais n'oubliez pas que le PSG a perdu très récemment contre Nantes, qui est avant-dernier du classement, que le Paris Saint-Germain a perdu contre Lorient, enfin il y a eu, et ça même encore en 2021, et qu'ils ont aussi perdu contre Monaco, là c'était dans une confrontation directe. Moi je suis pas totalement sûr que le Paris Saint-Germain fera un sans faute jusqu'au bout du championnat. Ils ont une rencontre face à Strasbourg après le Bayern. Si vous me dites que PSG est capable encore de faire 0-0 ou de perdre même à Strasbourg comme Monaco a pu le faire, je ne serais pas étonné. Mais c'est vrai que je pense que les regrets, ils peuvent être notamment pour Lille, qui a été en tête depuis un moment, qui a raté plusieurs balles de break, hier encore, davantage que pour Lyon, qui au final a perdu assez peu de matchs, hein. Paris en a perdu beaucoup, mais pour autant, ils sont toujours à portée de fusil. Mais je pense que le Paris sera champion. Mais parce qu'à mon avis, tous les autres, et Paris compris, vont continuer de faire de passer de temps en temps à travers. Je pense que ça peut encore arriver, ça. On voit beaucoup de frustration de la part des supporters lyonnais. Ils sont très déçus. On l'a vu hier, les réactions. On est déçus parce que, comme je te disais, Razik, le mois de novembre-décembre nous a apporté beaucoup d'espoir. Et depuis le mois de janvier, on sent une lente descente en fait, dans les performances, dans les attitudes, dans l'engouement qu'ils ont pu nous apporter en fait. Et c'est dommage parce qu'ils avaient créé une vraie attente. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette attente, cet enthousiasme envers cette équipe. Partager des émotions. On a reçu des messages, rendez-vous, place des terreaux, bien tout sûr, ça. Les gens commencent à s'enflammer là. Voilà, les gens avaient repris l'idée de s'enflammer et de pouvoir potentiellement fêter un titre. Et tu as raison, Bertrand. Je regarde aussi ça avec mes yeux de supporter et d'amoureux de l'Olympique Lyonnais. Moi, j'ai vécu ces moments-là. Je sais que c'est génial. C'est une qualité. Hein. Et pour certains joueurs, j'aimerais que certains joueurs méritent de vivre ces moments-là. Peut-être plus que moi qui ai fait que des bouts de match à l'OL. Donc voilà, c'est aussi ça, et j'aimerais que tout le peuple lyonnais puisse revivre ces moments-là parce que c'était merveilleux. Non mais c'est important de le rappeler à Bertrand Latour, c'est une qualité d'être lyonnais. Non mais mine de rien. Oui, oui, bon. C'est évident. Et tout le monde ne peut pas l'être. On va regarder, messieurs, le classement des 4 équipes. Il est venu apprendre à Lyon d'ailleurs. C'est pour ça. Des 4 équipes, justement, des 4 équipes, on a fait un calendrier. C'est pas le classement, c'est le calendrier. Voilà. Des 4 équipes, justement. Est-ce que c'est toujours pareil? C'est vrai que c'est toujours la même question, un peu bateau, mais à ce stade de la compétition, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une équipe qui a un calendrier favorable? Ou pas vraiment? Monaco. Monaco? Vas-y, Bertrand. Oui, je dirais que Monaco a le meilleur calendrier, et globalement, même au-delà des 3 prochains matchs que vous avez ciblés. Après, le calendrier, il est aussi envisagé en fonction de la dynamique du moment. Et c'est-à-dire que Monaco est plutôt en pleine forme, donc c'est vrai que chaque rencontre apparaît comme abordable, là où pour Lyon, chaque rencontre apparaît comme un écueil. Donc c'est aussi ça la différence. Mais pour être très honnête, moi je trouve que Monaco mérite d'être sur le podium. Alors au détriment de qui, je n'en sais rien et j'ai pas d'envie particulière, je souhaite du mal à personne. Mais c'est quand même l'équipe, au sens propre du terme, qui est la plus séduisante et qui ressemble vraiment à une équipe. Ils sont partis avec un peu de retard parce qu'il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs et de joueurs, mais
ils seront sans doute très difficiles à battre la saison prochaine. Ils le sont déjà cette année. Et c'est assez réjouissant de voir cette équipe. Et j'avoue que je serais assez content de voir cette équipe récompensée, un peu au-delà de leur espérance, parce que ce n'était pas forcément l'objectif, le podium de cette saison. Mais je trouve que le calendrier est plutôt pas mal et je les vois pas flancher. Bien, Nico, on avait beaucoup évoqué le jeu. On nous l'a reproché Ouais. un peu, on trouvait qu'on était trop sévère sur ce plateau. Et toi, tu disais souvent, ça passe par le jeu. Ça passe par Attention le jeu, ça passe de automatiquement se, par le jeu, par voilà, les de se reposer performances. sur, Bien sûr. sur ses lauriers. Parce que C'est toujours tu préjudiciable. tu arrives à faire la différence. Certains, comme Memphis, qui est passé au travers hier, mais il y a certains matchs où, oui, effectivement, il a marqué un but, il a fait une passe décisive, mais il a joué 30 secondes dans le match et le reste du temps, il a trottiné, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et ça a été trop souvent. Certains matchs ont été masqués par certaines performances de certains. À un moment, les statistiques, toujours. Je te dis comme il l'est, Non, mais, comme je le pense. mais parle, en toute liberté. Bien sûr. Souvent, on a été sauvé pas par la qualité de notre jeu collectif, mais par la qualité individuelle de certains, pas exploits, mais par certaines belles actions bien terminées par des individualités. C'est pas notre jeu collectif qui nous a sauvés. Chose qui était louée en octobre, novembre, décembre, où là, il y avait un vrai collectif, un vrai jeu, des buts bien amenés, et on se perd au fur et à mesure dans nos performances. On a de temps en temps des éclairs où nos buts sont bien amenés, mais c'est trop peu souvent ces derniers temps pour pouvoir maîtriser nos rencontres et faire des différences face à nos adversaires. Sonia Bonpastor, sur le grill, directrice de l'Académie de l'Olympique lyonnais. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre rôle, votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites au sein de cette académie pour les filles? Alors mon rôle, c'est de mener à la fois le projet sportif sur l'ensemble de la section féminine. Donc on démarre en U7 chez les jeunes filles, donc des jeunes filles qui ont 6 ans, et donc on va jusqu'en U19. Voilà, donc je manage aussi le projet, c'est-à-dire que voilà, je dois faire en sorte que les staffs aient le projet sportif et le mettent en application sur le terrain. Je m'occupe aussi de coordonner la scolarité de toutes les jeunes filles, puisque l'objectif pour elles, c'est d'obtenir au minimum le bac, baccalauréat. Voilà, puis ensuite, toutes les décisions qui sont prises au niveau de la direction, je fais en sorte de les appliquer en lien avec Jean-François Villiès, qui est le directeur de l'académie. Et en fait, ici, on applique, comme nous le demande le président Aulas, le principe de la mixité. Donc voilà, il y a à la fois le projet humain, le projet sportif, le projet social. Voilà, c'est moi qui m'occupe de mettre en œuvre et d'accompagner et de faire le suivi au niveau de toutes les catégories sur l'académie. Même là, un temps d'avance, Nico. Oui, c'est sûr. Sonia, une petite question. Tu disais par rapport à ça commence au U7. Moi, j'ai connu la période où les filles jouaient avec les garçons contre des garçons. Ça a changé? Il y a un championnat que de filles à cet âge-là ou pas encore? Nous, en fait, sur l'école de foot, on a nos propres équipes féminines, pardon, parce qu'en fait, c'est une demande de la Fédération française qui, dans le cahier des charges des clubs professionnels, demande à ce qu'on ait une école de foot, pardon, avec des équipes féminines. Par contre, toutes nos équipes féminines jouent uniquement contre les garçons en championnat. Et nos meilleurs éléments, puisque c'est un constat que j'ai fait et que j'ai vécu moi aussi à titre personnel, en fait, les meilleurs éléments dans le football féminin, ils viennent de la mixité. Donc aujourd'hui, en fait, pour moi, les meilleures joueuses, on les laisse en mixité, soit ici en interne à l'OL, soit dans nos clubs partenaires. Et à partir du moment où la mixité n'est plus possible, on les récupère. Nicolas Chambou, votre regard, justement, vous, en tant que spécialiste, on va dire, avec votre site L'Équipière, spécialiste du foot féminin, quel est votre regard sur l'Académie OL féminin? Mon regard sur l'académie OL féminin, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes joueuses qui sortent de là. Les joueuses qui n'arrivent pas à aller jusqu'au niveau professionnel avec l'OL féminin vont très souvent en D2. Il y en a beaucoup des joueuses qui arrivent en D2 ou qui retrouvent un club un peu moyen ou moins huppé, en tout cas de D1 Arkema. Voilà, je pense qu'après, moi j'aurais une question peut-être aussi pour Sonia Bonpastor, c'est peut-être qu'il y a une frustration. Je sais que c'est peut-être le cas pour les jeunes joueuses de ne pas réussir à aller jusqu'au bout avec l'OL, puisqu'il y a énormément de joueuses internationales de très haut niveau. C'est difficile, à part Selma Bacha et Melvin Mallard en ce moment. Les jeunes joueuses ont du mal à atteindre le haut niveau avec l'OL.
Ouais, effectivement, c'est un constat et moi, je peux pas me satisfaire, de ce qui est fait, actuellement et mon rôle, c'est de faire en sorte que les jeunes joueuses arrivent armées pour pouvoir, comme Selma Abacha l'a fait, jouer avec, le groupe professionnel le plus tôt possible. Donc effectivement, on a fait des constats. L'idée, c'est de, dupliquer un peu le modèle des garçons en créant un groupe post-formation, comme le groupe N2 chez les garçons pour donner un peu plus de temps à nos jeunes joueuses, les accompagner, les former individuellement et collectivement pour leur donner l'opportunité d'intégrer ce groupe professionnel plus armé. Après, dans les constats qu'on a ressortis aussi, aujourd'hui, des joueuses comme Wendy Redard et Amel Majri, ce sont des joueuses qui ne se sont pas imposées dans l'effectif professionnel avant l'âge de 21-22 ans. On voit les derniers exemples, Delphine Cascarino, 22 ans, c'est la première saison où réellement elle devient titulaire. Voilà, il y a des joueuses comme Melvin Mallard, 21 ans aussi, qui commencent à grappiller du temps de jeu. Donc ce constat, on l'a fait et on a organisé en interne nos groupes d'entraînement justement pour offrir la possibilité de 18, 19, 20, 21 ans aux jeunes filles de pouvoir soit être prêtées dans des clubs en D1 ou à l'étranger, comme c'est le cas de Grace Casadi à l'Atlético Madrid, pour qu'elles puissent s'aguerrir et gagner du temps de jeu, soit pour qu'en interne, on puisse continuer l'accompagnement et individualiser leur parcours de formation pour leur laisser un peu plus de temps d'arriver de manière plus aguerrie dans ce groupe professionnel. En tout cas, on parle de plus en plus de l'OL féminin. On parle de plus en plus du foot féminin. Et c'est vrai que on a profité, nous, déjà, on souhaitait faire cette émission et c'était important de valoriser l'OL féminin. Et aussi d'interroger les Lyonnais. Leur demander, voilà, finalement, on prend un micro et on dit aux Lyonnais, OL féminin, qu'est-ce que ça vous parle? Et je peux vous assurer que s'il y a quelques années en arrière, on aurait fait le même micro-trottoir, on aurait peut-être souvent des gens qui nous auraient dit, non mais vous parlez de quoi là? Et bien là, je peux vous assurer qu'on n'a pas vraiment fait de montage. On est allé à Gorge de Loup, dans le 9e arrondissement, et on a été questionné, les Lyonnais, sur l'OL féminin. Regardez. L'équipe féminine de l'OL est très connue, c'est la plus titrée en Europe, et puis voilà, fait souvent parler d'elle. Après, bon, le foot féminin, c'est pas non plus ce que je suis le plus, mais je sais que c'est une très bonne équipe et qui a énormément de qualité. C'est quand même les meilleures joueuses, c'est la meilleure équipe féminine, une des meilleures équipes au monde, donc bravo à elle et tant mieux qu'elle soit championne, quoi. Ils se sont bien défendus, c'était vraiment bien. J'ai bien regardé la défense, l'attaque aussi, c'était magnifique. Ça fait 5 ans d'affilée, je crois, déjà, la Ligue des Champions. Et on est parti pour une 6e année, hein, j'espère, on verra bien. C'est très très fort. On n'en parle même plus tellement qu'elles sont au top du top. Comment ne pas en satisfaire? La meilleure équipe du monde. Voilà, vous avez vu? Et vraiment, sincèrement, sans montage, c'est incroyable. Et Sonia a bien connu ça, mais c'est vrai, il y a quelques années en arrière, voilà, c'était vraiment pour les initiés, on va dire. Et on voit aujourd'hui que lorsqu'on interroge les Lyonnais, les Lyonnaises, il n'y a pas beaucoup de Lyonnaises là pour le coup, il y a beaucoup de garçons, on a été un peu macho. mais voilà. La parité, Razi. La parité, c'est pas possible ça. Sonia, j'imagine que c'est agréable en tant qu'ancienne joueuse et aujourd'hui directrice de l'académie de voir que finalement le travail porte ses fruits en interne avec les joueuses, mais aussi au niveau de l'environnement extérieur. Oui, effectivement, en fait, nous, on travaille. Alors, c'est vrai que le football, c'est notre passion, mais on travaille quand même dur tous les jours, la remise en question. Donc, quand collectivement et individuellement, déjà, on a les récompenses avec les titres et le palmarès, voilà, c'est des émotions qui sont très fortes. Mais d'avoir cette reconnaissance aussi au niveau du public, des Lyonnais et des Lyonnaises, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Nico avait une question. Ouais, justement, quand on est Sonia Bonpastor, qu'on a gagné 2 fois la Ligue des Champions, 8 titres de champion de France, est-ce qu'on passe facilement du statut de joueuse au statut soit d'entraîneur, soit de membre d'un staff? Comment tu as vécu ça? Je sais que chez les garçons, ils ont d'autres aspirations. Comment toi, tu as vécu cette transition et cette reconversion? Eh ben, écoute, c'est vrai que déjà j'ai eu la chance que le président continue de me faire confiance et dès la fin de ma carrière m'ait offert l'opportunité de me reconvertir au sein de son club. Alors c'est vrai que durant ma carrière j'avais passé pas mal de formations, des diplômes d'entraîneur aussi, et ma volonté c'était vraiment de pouvoir avoir le choix à la fin de la carrière de faire quelque chose qui me plaisait. Donc en 2013 le président a créé ce poste de directrice qui n'existait pas et honnêtement voilà, j'ai pas eu forcément le temps de cogiter puisque je suis très vite passée du rôle de joueuse à ce rôle de directrice. C'est un rôle qui me plaît énormément, à la fois parce que je continue à aller sur le terrain, mais j'ai aussi une partie management. Donc voilà, j'ai pu expérimenter énormément de choses et
et je sais que maintenant dans le management, voilà, j'ai pas mal évolué. Donc voilà, je suis épanouie dans mon rôle et c'est vrai que voilà, ça me permet aussi de concilier ma vie personnelle avec 3 enfants plutôt en bas âge. Donc voilà, j'ai trouvé un rôle qui me plaît bien et j'ai pas trop cogité sur la fin de ma carrière. Je savais que c'était le moment d'arrêter. J'avais envie, voilà, de voir autre chose, de construire ma vie familiale. Et aujourd'hui, je suis épanouie au niveau professionnel aussi parce que le président Aulas nous offre des opportunités vraiment exceptionnelles. On a des infrastructures au top, on a des moyens humains aussi pour travailler dans de très bonnes conditions. Donc, c'est très plaisant. Il y a une question d'un fidèle téléspectateur, Ferranc, sur Twitter, qui vous demande souhaiterait-elle prendre en charge l'équipe 1? Forcément, on se pose la question, savoir si Sonia Bonpastor souhaite un jour ou l'autre, en tout cas, c'est pas pour prendre la place de Jean-Luc Vasseur, mais un jour ou l'autre, souhaite-t-elle devenir... Et pourquoi pas Voilà, souhaite-t-elle se rapprocher du terrain? Et c'est vrai que la question est plutôt légitime, pour le coup. Oui, oui. Comme je vous le disais, c'est vrai que c'est ma 8e année ici à l'académie. Donc, 8 ans dans le développement d'un projet, voilà, c'est déjà beaucoup. Je commence effectivement à titre personnel à vouloir voir autre chose. Pendant 8 ans, c'est vrai que ma vie professionnelle et personnelle était équilibrée. Mes enfants ont un peu grandi. Donc, effectivement, bientôt, je pense, ce sera pour moi temps de voir autre chose et de m'orienter vers des postes un peu plus à responsabilité. Bravo. Elle répond bien. Hein. Sans langue de bois. À l'OL ou ailleurs. Ah, Sonia. Elle met la pression. Elle met la pression. Jean-Michel, si tu nous regardes. J'ai toujours dit, malgré tout, l'OL est mon club de cœur. L'OL est mon club de cœur et je suis fidèle. Je suis quelqu'un de fidèle. Mais ça, on n'en doute pas. Mais ce qui est intéressant, c'est comme on dit, le terrain manque. En fait, c'est intéressant ce que dit Nico, parce que souvent, lorsqu'on est ancien joueur, on dit oui, c'est bon, je vais prendre du temps pour moi, je vais passer à autre chose. Et puis finalement, ils reviennent tous, au terrain. Au terrain. Alors, à titre personnel, du coup, c'est vrai que quand j'ai arrêté, au contraire, j'étais arrivée à un point où aller à l'entraînement tous les jours, les mises au vert à l'hôtel, ça devenait compliqué mentalement. Donc, il m'a fallu, même s'il y a eu les grossesses entre-temps, mais il m'a bien fallu 5-6 ans avant de retrouver l'envie de refaire du sport de manière un peu plus intensive. Eh ben, moi, ça m'a pris plus de temps que ça. Nico, il n'y a pas besoin de préciser, ça se voit. Nicolas Jambou, qui est toujours là, j'imagine. Nicolas, par rapport à Sonia Bonpastor, est-ce que, encore une fois, d'un point de vue dans le football féminin, et par rapport à ce qu'elle met en œuvre au sein de l'académie, est-ce que, voilà, il y a certains clubs qui souhaitent imiter un peu ce qu'elle a mis en place? Est-ce que ça fait matière de référence? Est-ce qu'aujourd'hui, on dit, voilà, si on veut réussir dans le football féminin, il faut structurer comme l'académie de l'OL et par rapport à tout le projet mis en place par Sonia Bonpastor? Je pense qu'une académie comme à l'OL, ça coûte cher, ça demande des moyens, ça demande du temps à développer, comme le disait Sonia Bonpastor, ça fait quelques années qu'elle s'en occupe maintenant. Je pense que peu de clubs ont la possibilité de le faire, en tout cas il faudra beaucoup de temps. Donc il y a des clubs qui commencent à mettre en place des centres de formation, mais dans le foot féminin, c'est pas encore tous les clubs. Et je pense que beaucoup aimeraient, mais il faut que derrière il y ait une motivation qui vienne du plus haut niveau du club, donc au niveau du président. Et il faut que tout le staff soit en accord sur un projet commun que l'OL a réussi à mettre en place. Et je pense qu'évidemment, dans les clubs français, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir la même chose, mais ça demande beaucoup de moyens et du temps, encore une fois, je pense. Du temps et des idées. Des idées. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est toujours pareil, parce qu'on sait qu'on parle beaucoup d'argent, mais il faut des idées aussi, justement. Et puis, il faut quelque part aussi avoir des visionnaires, et puis mettre en place des choses, et puis être patient, avoir les reins solides pour pouvoir le mettre en place, et puis être déterminé. Parce que voilà, on sent bien que les clubs, dès qu'ils ont 1 ou 2 écueils, ils arrêtent tout de suite les frais. Là où le président Aulas a construit un club et une économie autour de son club qui lui permet d'investir, même à fond perdu, sur certains postes de dépenses, comme pouvait être le football féminin. Oui. Parce que là-dessus, il y a aussi un sujet qui est aujourd'hui, une joueuse de 18-19 ans, elle coûte rien du tout. Pour un club de D1 Arkema, de la prendre, ça lui coûte absolument 0. Les clubs sont en train de travailler là-dessus. Il me semble qu'il y a un accord qui est en train d'être conclu peut-être pour qu'il y ait des frais de formation comme il y a chez les garçons, qu'un joueur formé au club touche quelque chose au moment où la joueuse partira dans un autre club. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un club de Dijon, Reims, etc. a tout intérêt à récupérer une joueuse qui a bien été formée avec Sonia Bonpastor pendant plusieurs années et qui lui coûte absolument 0. Donc c'est aussi un autre problème, ça.
Parfait. Merci en tout cas, merci à vous d'avoir passé Merci ce beaucoup. moment d'échange C'est très autour de intéressant. l'OL féminin. C'était très intéressant. Et si on a pu donner envie à certains de venir soutenir, alors pas venir parce que pour le coup avec la Covid c'est compliqué, mais au moins de soutenir cette équipe féminine et puis dès que ça sera possible de pouvoir revenir au stade Bien et sûr. encourager les Fun Notes, et ben avec grand plaisir. Et puis merci beaucoup Sonia pour la franchise, c'était très intéressant. Merci. Merci. beaucoup. Merci à vous de l'invitation, c'était un plaisir. Et puis merci Nicolas Merci, au revoir. Jambou, le site L'Équipière. On ira naviguer, on ira surfer sur le site L'Équipière pour en apprendre un peu plus sur le football féminin. Merci Nico. Merci, Merci Razi. Merci à à tous. vous. Et puis on se retrouve pas lundi prochain. Parce que Nicolas Pulbois, il l'a dit, il est gourmand. Donc, forcément, chocolat. il va manger du chocolat. Mais ça, on ne peut pas l'interdire, c'est pas grave. C'est permis week-end prochain. Mais attention, Nico, après, petite semaine diététique. Voilà. Et ben, on se retrouve très vite, en tout cas, avec grand plaisir, pour un nouveau numéro de Tancar à Dégonne.